Merci, et merci évidemment, surtout à vous qui avez bravé les intempéries, parce que se déplacer par moins 4,5, nous à Bruxelles on est habitué au moins 15, donc ça va aussi. Alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que dans la présentation qui est faite par Diremo, on cite l'ouvrage que j'aime le plus, mais qui n'est pas directement en relation avec le sujet qui nous intéresse, en apparence, puisque on parle du Mézé libanais, est-ce qu'il est celui-là? Le Mézé libanais, l'art de la table festive, effectivement. Mais alors pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas utiliser justement ce fil conducteur qu'est la gastronomie pour appréhender la question dite des minorités religieuses et plus généralement des minorités dans cette région du monde. Pour quelle raison la gastronomie? Tout simplement parce que, la gastronomie est un mélange, c'est une association, c'est une très bonne image pour saisir la nature même des sociétés que nous sommes appelés à traiter, entre guillemets. Joseph Maïla, mon ami Joseph Maïla a traité ce matin un panel historique concernant la question des chrétiens dans cette région du monde. Et il a terminé sur l'ébauche de la problématique, j'allais dire de la spécificité, d'une part des personnalités sociales, des composants de la région et de la question de la citoyenneté. C'est peut-être sur cet aspect des choses que je vais insister dans l'approche qui sera la mienne de la question dite des minorités. Vous avez vu, j'ai déjà dit 3 fois dite, ce qui signifie que je remets en cause, ou je soumets un peu à l'interrogation critique la notion de minorité et la notion de minorité religieuse. Le deuxième point, c'est toujours très important au départ d'aborder les questions méthodologiques, c'est la notion d'appréhender. Alors, appréhender, il y a la première acception qui vous vient à l'esprit, le commissariat est juste à côté, il va venir m'appréhender si je sors des rails qui sont tracés par le mainstream, c'est-à-dire par le courant principal. Mais c'est également intéressant de saisir le mot appréhender à travers ses connotations profondes. Appréhender, c'est prendre à bras le corps et approcher quelqu'un, la manière dont nous abordons la question. Et là, la définition commence à être intéressante. Pour quelle raison? Parce que, selon le point de vue où on se place, à partir du promontoire où l'on observe certains phénomènes sociaux ou certains événements, la perspective change. Alors, pour donner un exemple très rapidement, il y a bientôt un colloque qui s'organise ici à Paris, qui s'appelle 5e rencontre européenne d'analyse des sociétés politiques. Printemps arabe, mythe et fiction. Et je lis, c'est une formidable expérience de laboratoire. Il parle de ce qu'on appelle le printemps arabe, qui est en réalité une projection à la fois de 1848, de la manière dont les sociétés de communication ont abordé les grands changements qui se sont produits après l'effondrement de l'URSS, et ce qui se passe aujourd'hui dans cette région du monde. Bon, je disais depuis le début, il y a 9 mois, 10 mois, attention, j'ai l'impression que nous sommes en automne et bientôt l'hiver va arriver. Est-ce que nous sommes en hiver? Oui, certainement, avec les intempéries, mais est-ce que nous sommes en hiver dans cette région du monde? Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, parce que la question des minorités, encore une fois, et de la question des chrétiens d'Orient, se situe à l'intérieur même des problématiques que nous allons aborder. Un autre point de vue. Dans un article qui a été publié par mes amis du monde diplomatique, puisque, vous savez, je pense oublier de dire que j'étais collaborateur du monde diplo, et que j'ai publié récemment un article qui s'appelle le multiple visage des chrétiens d'Orient, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Ils ont également publié un texte signé d'un pseudonyme qui est Zénobie, et qui dit que le président du CNS, mon ex-collègue à la Sorbonne, devenu président du Conseil national syrien, nous assure qu'il va
protéger les minorités au Moyen-Orient. Alors là, je vais faire un peu de provocation. Je suis né chrétien, de la montagne, avec un père issu de l'émigration libanaise. J'ai fait mes études au lycée français. Je parle 3 ou 4 langues. Je suis profondément laïque au sens de la séparation de l'Église et de l'État, mais mes racines chrétiennes et maronites existent. Pour la petite histoire, j'ai même une sœur religieuse, si ça peut intéresser les... Bon. Pourquoi voulez-vous que je m'enferme dans une dimension ou dans un cocon unidimensionnel? Je prends exprès cette approche de la problématique pour parler justement de la diversité et des composants. L'homme ou la personne dans cette région du monde comme ailleurs est irréductible à une de ses composantes. Maxime Rodinson disait dans La fascination de l'islam, les gens ne mangent pas musulmans, ne dorment pas musulmans, contrairement à une imagination parfois très débordante, mais qui est en fait très réductrice. Comment se présente, sous cet angle, sous cette approche méthodologique qui va faire appel, et ici, comme je ne fais pas un cours unidimensionnel, l'approche philosophique, l'ethnologie, l'anthropologie, la philosophie politique, la sémiologie, sont des outils qui vont nous permettre d'appréhender et de cerner cette question dite des minorités. Alors, auparavant, je voudrais très rapidement faire un survol historique qui va compléter ce qu'a dit Joseph Maïla ce matin, parce que Joseph Maïla, pour le peu que j'ai entendu, puisque je suis arrivé en retard, a abordé la question sous l'angle de la dynamique des chrétiens d'Orient en tant que chrétiens d'Orient dans la région. Mais seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les chrétiens d'Orient, entre guillemets, qui sont extrêmement divers, vivent, non pas en autarcie, mais vivent en symbiose, c'est pourquoi je faisais la référence avec la gastronomie tout à l'heure, subissent et ont subi, et ont fait subir, au sens positif, ils vont subir, des phénomènes qu'on appelle en sociologie des phénomènes d'acculturation. C'est-à-dire, je prends à l'autre, je m'en imprègne, et je lui donne également des éléments de culture qui appartiennent à ma sphère propre, et c'est dans ce mélange, dans cet enchevêtrement, que va se tisser le rapport social qui va construire ce que sont les sociétés de la région aujourd'hui. Et je parle spécifiquement de sociétés parce que nous avons tendance, notamment dans les médias et dans les approches politiques et géopolitiques, notamment au cours des dernières années et notamment après l'invasion américaine de l'Irak, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est toujours dans un contexte politique et géopolitique déterminé que les mots évoluent et changent. C'est dans ce contexte que l'on va voir émerger la question dite des minorités, la question des chrétiens d'Orient, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, on n'en parlait quasiment pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez tous ceux qui apparaissent à travers les écrans de télévision et se présentent comme de grands spécialistes de la région, mais ce sont des spécialistes médiatiques, nous parler des chiites, des sunnites, des druzes, on ne parle plus des chrétiens, hein. On ne parle même pas de la diversité chrétienne. Et même pour quelle raison est-ce que ce vocabulaire est-il devenu aujourd'hui un vocabulaire dominant? Je rappelle, petite parenthèse, concernant la question du vocabulaire, et de temps en temps, je ferai de petites digressions pour relativiser d'un côté, et en même temps faire des analyses comparatives. Vous verrez sur quoi je terminerai tout à l'heure. On ne termine jamais, mais bon, je vais essayer de terminer sur ça dans un petit moment. Pour quelle raison, à la fin du XIXe siècle, ce qu'on appelle le Maghreb aujourd'hui, s'appelait à l'époque l'Afrique blanche. Et lorsque vous prenez toute la littérature concernant cette période, fin du XIXe siècle, début XXe siècle, on nous parlait de l'Afrique blanche, qui est devenue ensuite Afrique du Nord, puis devenue Maghreb. Pourquoi est-ce que les mots changent? Parce que le regard porté sur ces sociétés et sur cette région du monde, ou sur ces régions du monde, change. Alors là également, nous avons autre approche méthodologique importante, des tropismes qui fonctionnent. La notion de Moyen-Orient et de Proche-Orient est une notion qui doit être soumise au regard de la critique. Proche-Orient de qui? Et Moyen-Orient de quoi? Et de qui? Lorsqu'on prend l'acception anglo-saxonne
de la notion de Moyen-Orient, ça va du Maroc jusqu'en Afghanistan. L'approche française est plus restreinte, elle nous parle plutôt de Proche-Orient, et c'est la région qui va jusqu'à quasiment la Mésopotamie. J'allais dire, ces déformations, ce ne sont pas des erreurs de parallaxe, ce sont des visions qui sont fonction d'une position géopolitique, sont importantes pour comprendre la manière dont on aborde les choses. Mais pourquoi ne pas parler de l'Irak, de l'Égypte, du Liban, de la Palestine, de la Syrie, qui sont les noms que ces sociétés donnent à elles-mêmes? Imaginez que moi, je m'installe à... Ça existe, il y a des gens qui ont ce type de démarche. Je m'installe à Beyrouth et puis je dis, je vais parler de l'extrême occident de la Méditerranée, au lieu de dire la France, l'Italie. Lorsqu'on a ce type d'approche, c'est qu'en réalité, je ne veux pas immédiatement sortir les grands mots de néocolonialisme, ça on y viendra. Mais le regard colonial existe. C'est-à-dire que je reconstruis l'identité et la personnalité de l'autre en fonction de ma propre perception. Et là, les choses se compliquent de plus en plus. Parce que si vous voulez parler, encore une fois, des minorités, vous avez la manière dont les intellectuels organiques de ces minorités se présentent eux-mêmes. Lorsque nous prenons toute la littérature, tout à l'heure j'aborderai cette question dans l'exposé, la littérature de ce que moi j'appelle les intellectuels organiques des communautés. Nous avons un corpus de textes qui nous parlent, par exemple, des Maronites. Dans la communauté dans laquelle je suis né, je suis obligé d'en parler puisque ma carte d'identité est libanaise, pas la française, ni l'argentine. La libanaise y a marqué, né dans la communauté maronite. Bon, c'est une identification politique de l'état civil. Bon, dans cette communauté, nous avons des gens qui nous racontent l'histoire de la communauté. Et là encore, ça nous pose un problème, parce que ce n'est plus de l'histoire, c'est de l'historiographie. L'histoire met en jeu des facteurs multiples, de plus en plus les interactions agissent sur l'approche, parce que le monde est devenu visible, et on sait aujourd'hui quelles sont les interactions entre les différentes régions du monde. Alors, ce type d'approche historique conduit à une représentation des choses et de ces groupes sociaux, je ne dis pas encore société, de ces groupes sociaux qui justifient leur propre perception. On a une histoire linéaire. Elle est forcément linéaire, parce qu'elle est sans interaction et sans contradiction, des Maronites. On a une histoire linéaire des chiites, des sunnites, des druzes, moins un peu, parce que c'est surtout au niveau des chrétiens. Alors là encore, on a des différenciations entre ceux qui considèrent les Maronites comme étant les chrétiens existants. On ne parle pas des Grecs orthodoxes, on ne parle pas des Grecs catholiques, etc. On les réduit encore une fois à une seule dimension. Vous imaginez bien que ce type d'approche est une approche appauvrissante, parce qu'elle élimine pratiquement ce qui fait justement la richesse de cette diversité à l'intérieur de l'ensemble proche-oriental, mais en même temps, elle occulte les interactions à l'intérieur même des groupes communautaires. Alors, mon approche ne sera pas une approche religieuse, entre guillemets. Je ne suis pas ici pour débattre des conflits de culte et des questions cultuelles. Mon approche est une approche à la fois sociologique, anthropologique et politique. Et si on aborde la question des minorités, entre guillemets, encore une fois, dans cette région du monde, on est forcé de l'approcher en étudiant la place que ces groupes sociaux, que ces groupes humains a tenue dans l'histoire de cette région. Et là, évidemment, le vocabulaire va changer. Qu'est-ce que les minorités, entre guillemets, et c'est la dernière fois que je vais utiliser le terme minorité sous cette forme-là, je reviendrai à l'approche actuelle, politique et géopolitique, de ce qui se passe autour de nous pour en parler. Je vais parler plutôt de groupes communautaires et de groupes professionnels. Qu'est-ce que d'abord une communauté? Un groupe communautaire, qui soit chrétien, qui soit druze, qui soit chiite, qui soit sunnite, qui soit grec orthodoxe, qui soit bahaï, qui soit, je ne sais pas moi, il y a toute une diversité de communautés. C'est un groupe social endogame, c'est-à-dire qu'on se reproduit à l'intérieur de la communauté.
C'est un ensemble de familles élargies, et on se marie pratiquement à l'intérieur de la communauté. L'un des exemples le plus pointu, le plus flagrant de ce caractère endogamique, c'est la communauté druze. Parce que dans la communauté druze, selon les rituels qui ont été mis en place il y a maintenant près de 1100 ans, on n'a pas le droit de sortir de la communauté, mais on ne peut pas se convertir dans cette communauté. Donc il ne peut pas y avoir de mélange. On vit en autarcie sur soi-même. Un druze épouse une druze. Jusqu'à une époque récente, un druze qui sortait de la communauté était banni, et parfois ça allait même jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire qu'il pouvait être tué. On n'en est plus là aujourd'hui pour diverses raisons, et notamment, petite parenthèse, qu'on oublie très souvent, c'est que ces groupes ne sont pas, comme veut nous le laisser croire, ça je vais venir tout à l'heure, M. Bernard Lewis et ses sous-produits, ne sont pas des reproductions clonées d'eux-mêmes, ni depuis le 7e siècle, ni depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Et si je le dis sous cette forme-là, c'est que un des aspects fondamentaux que je voudrais élucider aujourd'hui, c'est la dimension de l'essentialisme culturaliste qui nous amène à envisager et à aborder et à appréhender ces groupes sociaux sous la forme d'entités totalement autonomes et dissociées de l'ensemble social qui est leur contexte, de vie. Alors, très rapidement, parce que ça va induire l'approche que je vais avoir sur les sociétés actuelles, je voudrais rappeler très rapidement quelques éléments d'histoire qui sont importants. Je ne sais pas si mon ami Maïl les a abordés ce matin, mais notamment la question de l'Empire ottoman. De façon très lapidaire. D'abord, ce qu'on appelle les capitulations sont, contrairement à ce que le nom laisse supposer, ne sont pas du tout comment dire, une démarche de faiblesse de la part de Soliman II, le Magnifique, vis-à-vis de François Ier. C'est au contraire, à partir d'une position de force, les capitulations signifient les accords qui ont été mis en place entre François Ier et Soliman II, le Magnifique, qui avait en tête chacun un autre adversaire qui était l'Empire des Habsbourg et l'autre empire qui se disputait l'espace territorial sur lequel autant les Ottomans que les Français étaient en train d'agir. Alors, c'est important parce que ces capitulations ont ouvert non pas une brèche, mais ont ouvert une porte dans laquelle, lorsque le rapport de force a changé, plus tard, et notamment au XIXe siècle, se sont engouffrées les puissances européennes. Mais pour ce qui concerne l'Empire ottoman, je souhaite qu'on retienne de cet empire trois choses. La première, c'est que, contrairement à la vulgate reçue, l'Empire ottoman, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, n'est pas un empire musulman. L'Empire ottoman est un empire composite. La première chose que fait le sultan, après avoir évidemment fait de la capitale de l'Empire byzantin sa capitale, c'est d'adopter le code justinien. On ne peut pas comprendre l'Empire ottoman, si on ne comprend pas le code justinien, qui est un mode d'organisation de l'Empire. Le deuxième point, ça ne signifie pas que ça élimine évidemment la dimension islamique, pas islamiste, islamique, hein, de l'Empire, mais c'est un des éléments qui le caractérise. Ce n'est peut-être pas, hein, certainement, le principal. Le deuxième point, c'est que pour la première fois dans l'histoire du califat, il y a une rupture qui est opérée entre le pouvoir religieux et le pouvoir musulman, évidemment sous forme ambiguë, puisque le sultan revêt la abaya du califat, qui est la légitimité historique, mais également institue quelque chose qui, pour les salafistes et pour d'autres forces politiques qui sont tournées vers le mimétisme avec une représentation des premiers siècles ou même des premières années de l'islam, enfin ce qu'il se représente être les premières années de l'islam, il sépare le pouvoir d'organisation religieuse du pouvoir politique et institue une fonction qui s'appelle le Cheikh el-Islam, qui légifère dans le domaine du religieux, et je dis bien une fonction, puisque le Cheikh el-Islam est un fonctionnaire
de l'Empire, qui dépend du sultan. Là également, le pouvoir religieux, ou l'autorité religieuse plutôt, est soumise au pouvoir politique. Et le troisième élément, qu'on oublie totalement, c'est que, avant évidemment que Lord Byron n'aille sabre au clair défendre l'indépendance, ou les désirs d'indépendance de la Grèce, ça c'est l'historiographie qui le raconte. Les Grecs ont mis pratiquement 100 ans avant de regarder leur histoire en face et de constater que leur indépendance est en fait le produit d'une guerre civile. Mais pendant plusieurs siècles, le chef de l'église grecque orthodoxe d'Athènes, le patriarche d'Athènes, avait rang de dignitaire d'État et avait ses appartements dans l'enceinte de Topkapi. La communauté grecque orthodoxe est la deuxième grande communauté de l'Empire, et il y a un ensemble de mécanismes de fonctionnement de l'Empire ottoman qu'on ne peut pas comprendre si on ne saisit pas justement ce caractère composite de l'Empire. Ni les janissaires, ni le développement vers l'Occident, c'est le contraire du couchant, hein, ni surtout le fait très peu étudié, très peu élucidé, qui n'intéresse pas, sinon qui intéresse les chercheurs évidemment, mais les gens de l'envergure d'André Raymond, le fait que cet empire a été construit avec les élites de ces provinces, et que on ne peut pas comprendre le fonctionnement et les mécanismes impériaux ottomans si on ne comprend pas le rôle des élites qui se sont associées à l'Empire. Ça, c'est le troisième point. Et petite anecdote, le patriarche d'Athènes était un des 7 dignitaires de l'Empire ottoman autorisés à être précédé de l'étendard à 7 queues. Dans la symbolique ottomane, c'est extrêmement important, parce que l'étendard à 7 queues, c'est celui du sultan. Donc il était quasiment mis au niveau du sultan dans cette période. Quatrième élément concernant également l'Empire ottoman, c'est que l'Empire ottoman, je vais utiliser des termes modernes que je vais projeter avec toute la prudence requise sur cette période historique. L'Empire ottoman ne fait pas d'intégration nationale ottomane. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le phénomène qu'on a connu en France avec la centralisation et avec la liquidation des identités multiples qui ont, à travers l'histoire, servi à construire ce qu'on appelle aujourd'hui la nation et l'État-nation en France. Ce que l'Empire ottoman fait, c'est demander l'allégeance des groupes sociaux, des États, des cités qu'il conquiert militairement, à condition, l'allégeance en contrepartie de quoi l'ensemble de ces groupes garde ses us rituels et coutumes que la porte, la sublime porte, respecte. Il y a des tensions, il y a des tiraillements, mais le mécanisme global de ce fonctionnement est un respect de la diversité dans le cadre de l'unité ottomane. C'est une problématique qui pourrait nous ramener à la problématique européenne actuelle. Moi, je ne sais pas, par exemple, comment, sous l'Empire ottoman, on aurait traité M. Viktor Orban et sa constitution hongroise actuelle. Je crois que, sans faire d'analogie simpliste, c'est intéressant parfois de faire le parallèle. Alors, si je dis ceci, c'est pour déboucher sur cette idée fondamentale que la personnalité de ce qui est appelé minorité, entre guillemets, est le résultat d'un jeu de force, d'influences multiples, qui sont à l'intersection d'un ensemble de facteurs et pas d'un seul. Moi, je ne mange, comme je disais tout à l'heure pour les musulmans, je ne mange pas chrétien, je ne dors pas chrétien, même si je suis profondément imprégné, sous une forme ou une autre, que je le veuille ou non, par la construction de la personnalité, par une certaine forme de culture chrétienne. Comme je suis également imprégné par les phénomènes d'acculturation, c'est-à-dire que le respect de l'autre dans la sphère de vie, qui peut être la mienne, qui est celle de centaines de milliers, de millions de personnes
aujourd'hui je viendrai à l'aspect politique que j'ai observé tout à l'heure, hein, est un mélange d'acculturation. Pour vous donner un exemple d'une anecdote qui peut être très intéressante à voir, dans le Liban d'avant la guerre civile, pour ceux qui m'objecteront, petite digression, que ce n'était pas une guerre civile, mais que c'est la guerre des autres, etc., c'est un faux problème, parce qu'une guerre civile, c'est un appel d'air. La guerre d'Espagne a impliqué des puissances, etc., sinon, pour moi, c'était une guerre civile, puisqu'elle implique des composantes fondamentales de la société espagnole. Ça a été la même chose au Liban ou ailleurs. Eh bien, jusqu'à cette période, pendant des années, des dizaines d'années, dans certains villages mixtes de la montagne libanaise, il y avait des us et coutumes et des rituels qui étaient respectés par l'ensemble des communautés. Un exemple. Dans un village du sud-ouest de la Bekaa, qui s'appelle Machara, c'est typique, il y a des études qui ont été faites là-dessus, lorsque le mariage était célébré au sein de la communauté chiite, les deux mariés passaient devant l'église pour être bénis par le curé. Et, comme disait l'autre, verse et visa, c'est-à-dire vice-versa. Lorsque c'était des chrétiens, ils passaient devant la mosquée. Lorsqu'il y avait un décès, la personne, notamment chez les musulmans, il faut que ça ait lieu entre le lever et le coucher du soleil principalement, obligatoirement passer devant l'église où le curé disait la prière des morts. Ce type de rituel rapprochait les sociétés. La pratique des us et coutumes de vie au quotidien rapprochait les communautés. Bon. Avec ces mêmes éléments, en exacerbant les tensions, on peut très bien faire quelque chose d'explosif. Il m'est arrivé récemment de prendre cet exemple de ce qu'on a appelé le fou d'Oslo, qui a utilisé le type de... on dit que c'est un fou, ça on verra. Mais toujours est-il que pour massacrer, je ne sais plus combien de centaines de personnes, je ne parle pas des tirs, quand il a fait exploser, il a utilisé des produits utilisés en usage dans le monde agricole, et notamment des engrais. Avec les mêmes éléments, on peut faire quelque chose d'explosif, on peut faire quelque chose d'utile parfois à la production. Je prends cet exemple pour donner, mais je vais prendre un exemple peut-être qui nous rapprochera un peu plus de la problématique géopolitique. Dans le même registre, il y a environ 1 an et demi, M. Erdogan, le Premier ministre turc, a eu une démarche absolument stupéfiante et porteuse d'un énorme espoir pour l'avenir. Il s'est rendu au sein de la communauté Alevi à l'occasion de la fête de la Ashura, et il a fait un discours. La communauté Alevi, c'est quand même le quart de la population turque, ou presque. Et il a fait un discours dans lequel il a dit que la Ashura, qui commémore le martyre de Hussein, est une fête musulmane et une tragédie pour l'ensemble de l'islam. Dans le vocabulaire à connotation religieuse, c'est un vocabulaire politique, dit par le Premier ministre de Turquie, ceci a une force symbolique énorme. Il a poursuivi. Sur sa lancée, il a été à Kerbala, il a dit la même chose. Et il a dit à Kerbala, Kerbala doit être commémoré par l'ensemble des musulmans parce que le sacrifice de Hussein nous concerne tous et nous devons dépasser nos blessures. Excellent discours. Il a ajouté en Turquie, lorsqu'il était chez les Alevis, il n'y a pas de différence entre un Turc et un autre, qu'il soit kurde, qu'il soit Alevi, qu'il soit né sunnite à Erzurum ou à je ne sais plus où, nous sommes tous de citoyenneté turque. Nous sommes en plein dans la problématique qui nous intéresse aujourd'hui au Proche-Orient. Et on s'est dit à l'époque, c'est un formidable espoir parce que M. Erdogan est en train de faire tomber toutes les barrières psychologiques, politiques, les tensions, tout ce qui s'est construit depuis quasiment le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été même très loin, puisque 2 mois plus tard,
Alors je ne sais pas si certains d'entre vous m'ont entendu parler de cela, mais ça va, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, les étonner. Le président arménien a demandé au président syrien d'introduire une médiation entre l'Arménie et la Turquie pour résoudre le contentieux historique entre ces deux États, je dis bien ces deux États, puisque nous sommes tous des héritiers et des résidus de l'Empire ottoman, qu'on le veuille ou non. Les Grecs se fâchent quand on dit héritier, et les Turcs se fâchent quand on dit résidu. Mais bon, ce qui signifie qu'on est un peu sur la bonne voie en le disant. Eh bien, on était arrivé à un stade où une rupture culturelle était en train de se faire. Tout ce sur quoi s'était construit, ou construit tous les États de cette région, et ça je vais venir au rôle des puissances européennes tout à l'heure, avec les minorités, commençait à s'effondrer. Et nous entrions dans une phase tout à fait nouvelle, qui était porteuse de grands espoirs. Moi j'ai des amis arméniens qui me disaient, c'est la première fois que nous entendons ça, il va reconnaître qu'il s'est passé quelque chose. Et on disait, il va certainement reconnaître, puisque ce sont les jeunes Turcs qui sont responsables des massacres, et pas l'État d'Atatürk qui est venu ultérieurement. Mais ça, M. Oglu, son ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas s'il est capable de le comprendre aujourd'hui. Parce que nous sommes en permanence dans la situation et la problématique qui nous occupe entre la réalité historique, la réalité sociologique et le vécu, et les dynamiques politiques. Parallèlement, il est extrêmement intéressant de noter qu'au moment où tous ces phénomènes symboliques étaient en train de se produire, une dynamique était en train de se construire dans la région qui a abouti, concernant les relations entre la Turquie et la Syrie, et vous savez certainement l'énorme contentieux que constitue la question d'Antioche, qui a été découpée et donnée aux Turcs en 1937 pour obtenir leur neutralité face au conflit mondial, parce que si les Allemands avaient refait le coup de 1914, ils seraient arrivés au pétrole de Mossoul. Ça, c'est encore une autre question. Eh bien, parallèlement à cette dynamique symbolique, culturelle, nous avons observé une autre dynamique, qui était une dynamique d'ouverture économique. L'État turc et l'État syrien ont signé en novembre 2010 53 accords de coopération économique. Puis, la Turquie, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak ont signé un accord de libre-échange. Et des projets d'ouverture sud-sud, pour utiliser le langage qu'on aime beaucoup ici, parce qu'il a un langage qu'on aime ici, on aime personnaliser les choses. Hein, l'horreur de Saddam Hussein, oui c'est vrai, mais l'Irak n'est pas Saddam Hussein. Je ne parle pas des autres, de ce qui se passe actuellement. Eh bien, figurez-vous que, parallèlement à ce type de démarche, des accords économiques de libre-échange se mettaient en place, et on envisageait, les plans sont toujours là, la construction d'une ligne de train à grande vitesse, allant d'abord de Damas jusqu'à Erevan, et ensuite se déployant vers la Mésopotamie, vers l'Iran, vers la Turquie, vers l'Europe. Vous imaginez un peu ce que ceci peut induire sur le plan de développement économique. Et cette dimension économique, il ne faut pas du tout l'oublier, elle est extrêmement importante. Et j'y reviendrai lorsque je parlerai rapidement du 19e et du début du 20e siècle concernant ce qu'on appelle encore une fois les minorités religieuses et notamment les chrétiens du Liban. Petite parenthèse qui est importante sur le plan et qui me revient à l'esprit, en 1991, pardon, je parle en wako-belge, en 1991, il y a eu un projet qui a été initié au départ par la France de construction d'une ligne de TGV de Casablanca jusqu'à Bagdad. À l'époque, il y avait les accords de Madrid et un début d'espoir de compromis historique en Palestine. Vous savez de quoi il en retourne aujourd'hui. Si je parle de ces questions économiques et de ces projets de développement aujourd'hui, c'est que toute la dynamique dans laquelle se situent les communautés dites minoritaires d'Orient commence au XIXe siècle, à partir du moment où les rapports commencent à changer entre l'Empire ottoman et les puissances européennes.
Et c'est là où on voit que les capitulations, qui sont au départ un accord quasiment de gré à gré, qui permet aux puissances européennes d'avoir des comptoirs, d'avoir des relations, de protéger leurs propres ressortissants, il y a des mécanismes institutionnels qui se mettent en place, devient l'outil d'une dynamique de puissance qui va se développer de plus en plus et qui à chaque fois se développe, facteur qu'on oublie le plus souvent, à la faveur des grandes guerres qui se produisent dans la région. Je voudrais qu'on retienne ici le fait que la guerre est un facteur très important, essentiel de changement social. Lorsqu'on observe les mutations qui se sont produites dans les sociétés de la Syrie historique, c'est-à-dire la Syrie actuelle, le Liban, une partie de la Jordanie, une partie de l'Irak et la Palestine, on se rend compte qu'elles se sont produites après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire après l'émergence d'une situation où il y avait un vainqueur et un vaincu. Ces dynamiques ne peuvent pas être oubliées si on veut parler de la place qu'occupent ces minorités ou ces groupes sociaux, relativement inégaux en termes de nombre et de volume par rapport à d'autres ensembles. Et pour vous dire à quel point la situation peut être relative, souvenez-vous qu'il y a 6 ans, lorsque, après l'invasion de l'Irak par les troupes américaines, les choses ont commencé à se modifier dans la composition du paysage politique en Irak, les gens disaient, mais tiens, on parlait de nouveau vocabulaire, la novlangue de M. Bernard Lewis et du multiculturalisme, les sunnites vont devenir minoritaires en Irak. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus de chiites que de sunnites. Alors on oubliait que les Kurdes étaient non arabes, mais qu'ils étaient sunnites. On a oublié évidemment les chrétiens. C'est vous dire, si vous voulez, toute la complexité de la chose. Alors ici, pour aborder la question des chrétiens d'Orient, il y a 2 manières de l'aborder. L'approche culturaliste, les chrétiens d'Orient sont une reproduction d'eux-mêmes, comme le musulman d'Orient est une reproduction de lui-même depuis le 7e siècle. Les chrétiens se reproduisent, hein, de façon que ce sont des clones, leurs gènes se reproduisent, etc. Ben, les choses ne sont pas du tout comme ça. D'abord, il y a eu des phénomènes de conversion dans un sens ou un autre, il y a eu des résorptions, il y a eu des mouvements de population, mais ça c'est l'histoire qui l'a fait. On prend par exemple que l'histoire du Liban, la communauté maronite était principalement implantée au nord du Liban, et à la faveur de mutations sociologiques, d'exodes ruraux, de transformations au niveau du rapport entre les villes et les campagnes, l'urbain et le rural, l'intégration, ça c'est fondamental, de cette région du monde dans la première mondialisation du XIXe siècle, c'est l'intégration de ces systèmes sociaux dans des rapports beaucoup plus globaux. Hein. La place de ces différentes composantes s'en est trouvée changée. Mais est-ce que ça signifie que ce sont des éléments, des groupes qui vivent en autarcie, qui sont repliés sur eux-mêmes? Certainement pas. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, sur la question de la définition des communautés, les communautés ont une particularité, c'est qu'elles sont endogames, mais elles ont également leurs propres institutions. Propres institutions qui sont des institutions parfois religieuses, parfois le religieux et le politique peuvent se confondre, comme ça s'est passé, par exemple, le cas de la communauté maronite est très spécifique et très révélateur de ce point de vue, mais également, il y a d'autres institutions qui peuvent se mettre en place. Nous avons aujourd'hui, dans les communautés au Liban, au sein des communautés, ce qu'on appelle le conseil de communauté, qui est une reproduction modernisée de ce qu'on appelait les millettes au XIXe siècle. Or, le système des millettes au XIXe siècle était un système avancé, parce qu'il permettait de reconnaître la personnalité sociale, économique, culturelle, autonome d'un groupe dans sa relation avec l'autre communauté. Il faut retenir ici, encore une fois, si vous voulez, cette approche qui est essentielle sur le plan critique au sens philosophique du terme. Toujours remettre en question la validité d'un concept. Je vais prendre un exemple très simple qui rejoint certaines problématiques qui ont été soulevées par Joseph Weil ce matin. La question de la dhimitude, des dîmes. Parce que ça concerne évidemment une partie des... À l'époque, qu'est-ce que ça signifiait? Ça vient du terme arabe dhumma, ahl dhumma, c'est-à-dire que, on dit en arabe, fi dhummatillah, c'est-à-dire qu'ils sont sous la protection du divin. Pour quelle raison? Lorsque l'islam
à aborder, ou appréhender, on aime ce mot, les sociétés païennes ou paganistes de l'Arabie, et notamment de l'Arabie du Sud, parce que vous savez que c'est un conflit, c'est pas linéaire comme histoire. Il s'est retrouvé également face à des gens ce qu'on appelle les gens du livre. Et notamment, dans l'Arabie heureuse, les chrétiens du Yémen, je ne sais pas si vous le savez, mais plusieurs tribus yéménites ont été christianisées au 1er siècle de notre ère, bien avant Éphèse. Et donc au Yémen, il y avait les Juifs et les musulmans qui étaient là depuis des siècles avant l'apparition de l'islam. Eh bien, l'islam, contrairement aux païens, a dit ils sont sous la protection. C'est les gens du livre. Le livre, c'est la Bible. Ils sont sous la protection de l'islam, puisque l'islam, dans la représentation de l'histoire religieuse, l'islam est la dernière des prophéties et le prophète est le dernier des prophètes. Jésus-Christ est l'avant-dernier des prophètes. Donc il y a une intégration du corpus culturel et religieux d'avant l'islam. Eh bien, à l'époque, dans d'autres sociétés, lorsque les vaincus étaient vaincus, ils passaient sous les fourches codines et au fil de l'épée, on récupérait les femmes et les enfants, mais les hommes, on les passait au fil de l'épée. Et c'est pas très loin, parce que ce qui s'est passé avec l'Inquisition en Espagne est aussi significatif. C'était très avancé. Mais aujourd'hui, si on revient à ce statut de dimitude, c'est une formidable régression. Ce qui signifie que ce qui était une avancée à une époque déterminée, aujourd'hui est une régression. Le problème de ceux qui abordent ces questions sous l'angle de l'essentialisme culturaliste, c'est que pour eux, cette vision est figée. Pour être un bon musulman, entre guillemets, je vais jusqu'à l'extrême, à la limite, je vais protéger les chrétiens. Et non. Non. On ne va pas entrer dans un processus de protection. Parce que si on entre dans un processus de protection, par automatisme, on détruit automatiquement l'idée de citoyenneté. Alors là également, nous avons plusieurs manières d'appréhender la notion de minorité telle qu'elle existe actuellement. Il y a une manière qui consiste à dire on va demander au nouveau pouvoir de prendre l'engagement de protéger les minorités. Mais là, il y a quelque part, il y a une contradiction, parce qu'on demande aux gens de construire de la démocratie, c'est-à-dire de la citoyenneté, et en même temps, on leur demande de protéger. Or, à partir du moment où on parle de protéger, immédiatement, on se situe dans un rapport d'infériorité. Ceci signifierait que un citoyen chrétien et un citoyen, né chrétien et un citoyen né musulman n'auraient pas le même statut juridique. Ils seraient dans une situation d'inégalité, mais on serait très bien content qu'ils soient protégés. Alors là, si je devais développer encore plus, il est très intéressant de suivre ça, peut-être dans le débat nous pourrons l'aborder, de voir comment des grilles de lecture qui sont dominantes dans l'univers anglo-saxon, et notamment aux États-Unis, parce qu'il y a une histoire des États-Unis qui est particulière. Et les Américains ont tendance, malheureusement, à projeter sur d'autres sociétés leur propre vision du monde. Comme Madame Clinton, on entend un peu partout nous dire qu'elle a pris l'engagement, certains de ses protégés ont pris l'engagement de protéger les minorités, etc., etc., etc. Jacques Chirac disait que les engagements et les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Alors moi j'attends de voir ce qui va se passer et je ne pense pas que beaucoup de gens vont lâcher la proie pour l'ombre. Mais ce qui me sidère et me stupéfie en même temps, et là j'entre dans le vif de la politique française, c'est que lorsque je lis une interview de M. Alain Juppé, c'est-à-dire le patron de mon ami Joseph, qui parlait ce matin, dire dans l'Orient le Jour qu'il est absolument attristé par le fait que les communautés chrétiennes syriennes n'ont pas pris position contre le régime, je me dis que quelque part il y a quelque chose qui cloche, indépendamment du fait qu'on aime ou on n'aime pas le régime, le problème n'est pas là. Mais en bonne logique, n'importe qui de sensé et de raisonnable devrait se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les autorités religieuses et les autorités communautaires
que ce soit au Liban, ou en Syrie, ou en Irak, ou en Jordanie, n'entre pas dans le jeu de la nouvelle dynamique sur laquelle je vais arriver tout à l'heure, parce qu'il s'agit de construire l'avenir. C'est une question qu'on pourrait se poser, et que malheureusement, ici, personne ne se pose. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce clash entre le président français et le patriarche de la communauté maronite, qui a derrière lui 1600 ans d'histoire, et qui sait quand même de quoi il parle, puisqu'il est d'une certaine manière aussi responsable de ces ouailles. Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Alors, si on doit aujourd'hui appréhender, encore une fois, la question de ces minorités sous l'angle du mainstream, c'est-à-dire de cette dynamique qui s'est mise en place notamment après la guerre d'Irak. Et je reviens à l'influence du facteur guerre, du facteur violence dans l'histoire et dans le modelage de cette région. Je vous rappelle très rapidement que il y a une vingtaine ou trentaine d'années, bon, j'ai suffisamment de cheveux blancs pour m'en souvenir, nous ne parlions pas de chiites, de sunnites, de druzes. Au contraire, nous étions dans une dynamique de dépassement des identités communautaires, confessionnelles et communautaristes vers une construction de la citoyenneté. Bon, il se fait, et ça aussi nous pourrons y revenir, que ça pose la problématique du nationalisme arabe. Il y a une question que je n'ai pas abordée encore ici, mais ça aussi dans le débat, je pense que nous pourrons l'aborder, qui est la question de Palestine et des minorités en Palestine, parce que le peuple palestinien est devenu minoritaire dans son propre pays, le pays s'appelant la Palestine. C'est la résolution 181 de l'ONU, c'est pas moi qui le dis par approche idéologique, c'est un texte de droit juridique qui s'appelle la résolution 181. Ce sont des questions qu'on pourra certainement aborder, je crois, dans le débat. Alors aujourd'hui, le mainstream, la construction, les médias et les hommes politiques dominants ont une approche, appréhendent la question des minorités sous l'angle il faut les protéger. Et je veux une promesse pour les protéger. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que ces sociétés, décomposées et recomposées, étaient entrées, peu ou prou, d'une manière ou d'une autre, dans un processus de recomposition sociale, sociétale, politique et institutionnelle, qui a été cassé notamment par la dynamique de guerre. Toutes les guerres qui sont accumulées, la guerre entre l'Iran et l'Irak a influencé également la recomposition sociale en Irak. Mais la guerre d'invasion américaine a totalement déstructuré la société irakienne. Et les chrétiens d'Irak, qui sont un élément essentiel de la société irakienne, se sont pour une part déplacés vers le nord, vers Ninive, où pour près de 800 000 d'entre eux se sont retrouvés réfugiés en Syrie. Qui en parle aujourd'hui? Qui dit que la Syrie a accueilli près d'1 500 000 réfugiés sans aucun moyen dans les conditions qu'on connaît de l'économie syrienne? Toutes ces questions ne sont pas abordées lorsqu'on parle de la question des minorités. Ça, c'est un problème. Le deuxième élément, c'est que dans le sillage de cette vision culturaliste dont le grand prêtre qui a tous ces sous-produits, ils existent ici en France, en Allemagne, en Angleterre, le grand prêtre, c'est Bernard Lewis. C'est cette vision qu'il a de bloc dit civilisationnel ou religieux. C'est le Huntington a emprunté à Bernard Lewis, et pas l'inverse. Et c'est un intellectuel de combat, M. Bernard Lewis, parce que ces textes ne sont pas du tout marginaux. C'est pas un universitaire qui est installé dans sa petite tour d'ivoire. Il influence directement des décisions politiques sur le terrain. Et les grandes décisions politiques qui ont été prises dans les années 2000 par Washington ont été sous l'influence directe de Bernard Lewis. Je vous signale de ce côté que j'ai un texte polémique qui fait que vous avez devant vous, selon M. Pierre-André Taguieff, un prêcheur de haine. J'arrive au 16e rang, Alain me dépasse de 2 points, vers le haut, il est au 14e, tout simplement parce que j'avais osé remettre en question les thèses de M. Bernard Lewis dans un article qui était, c'est vrai, provocateur, mais je vous dirai tout à l'heure dans le débat pourquoi c'était intitulé comme ça, savant orientaliste et crétin idéologique. Le mot crétinisme était emprunté à Maxime Brodasson et pas à moi-même. Eh bien, cet aspect des choses
détruit la dynamique interne des sociétés. Et il est évident aujourd'hui que, comme au XIXe siècle, l'approche dite minorité-majorité, non seulement, comme je disais tout à l'heure, remet en question le processus démocratique lui-même, mais fait que, comme au XIXe siècle, encore une fois, les enjeux internes de réforme, de développement, de changement au sein de sociétés où il y a de véritables aspirations au changement, à plus de justice sociale, à plus de justice politique, à la construction de véritables institutions au-delà de la corruption et comme disait ça, et tout le bazar, ce n'est pas du bazar. Hein. Au-delà de cela, cette question dite des minorités et des groupes sociaux du Proche-Orient est devenue un enjeu de géopolitique. Et pour vous donner un exemple très simple aujourd'hui, une des réponses qu'a apporté l'ambassadeur des États-Unis, de Russie, à une question qui lui était posée sur la question des chrétiens de Syrie, il y a quelques jours dans un journal, là où M. Juppé se lamentait en disant pourquoi qu'ils ne sont pas contre le régime. Pour être clair avec vous, la grille de lecture régime-peuple n'est pas du tout la mienne. Beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est bon pour la propagande. Mais l'ambassadeur de Russie disait, est-ce que vous croyez que nous sommes totalement ignorants de la réalité des choses dans cette région du monde? Est-ce que vous pensez que la communauté grecque orthodoxe, parce qu'on parle en termes de communauté, est totalement coupée du patriarche et du patriarcat grec orthodoxe de Moscou? Nous avons des liens, nous savons exactement quelle est la réalité. Ceci pour dire, que, sous une forme ou une autre, que cette question dite des minorités est devenue un enjeu de géopolitique. Alors qu'elle était supposée être un enjeu de développement et de reconstruction sociale. J'ai encore 3 minutes 3 minutes. 3 minutes. Bon. 5 minutes. Eh bien, je vais terminer justement sur cet enjeu de citoyenneté. Première thèse que je vous propose, c'est la question suivante. Comment changer les sociétés composites sans les briser? Ça, c'est un enjeu fondamental. Or, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est justement de briser les sociétés et de dire à ceux... Je vais encore une fois être provocateur ici. Il y a quelques mois, dans une interview, je disais, ce qu'on nous propose, c'est de faire du Moubarak sans Moubarak. C'est qu'on prend un autocrate, on le met de côté, et puis on prend des autocrates, ils peuvent changer de visage, on sait qu'il est là, et on va les mettre à la place. Je disais non. Moi, ce qui m'intéresse dans la société égyptienne, c'est que toutes les forces politiques s'expriment au prorata de leur représentativité. Mais je ne souhaite pas du tout enlever l'un pour mettre l'autre à la place. D'ailleurs, je n'ai jamais compris, hein, on a vu ce qui s'est passé. Bon, lorsque on fait une erreur une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, l'erreur n'est plus une erreur, mais devient une stratégie. C'est-à-dire lorsqu'on nous ressasse. Hein, ce qu'on nous a raconté avec M. Milosevic, ce qu'on nous a raconté, qui était un grand ami des Américains par ailleurs, Timisoara, l'Irak, la Libye, il y a quelques mois, c'est encore là. Bon, je suis de ceux qui se sont battus contre M. Kadhafi Diosé, qui nous disait que si on devait être patriote au Liban, il fallait se convertir à l'islam. C'est un combat direct. Mais je ne suis pas pour l'assassinat de M. Kadhafi. Et ça, pour moi, ça n'a rien à voir ni avec la démocratie, ni avec la justice. Eh bien, on ne tire pas les leçons de cette question. Alors, premier point, comment changer ces sociétés qui ont besoin d'être changées? Il y a un besoin fondamental de réforme, sans les briser. Deuxième point, est-ce que nous avons des exemples qui pourraient nous aider à y voir peut-être un peu plus clair sur la démarche à suivre? Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les mêmes ingrédients qui nous donnent des situations explosives ou la construction d'un nouveau mode de vivre ensemble et de savoir vivre ensemble. Et là, avant de prendre l'exemple que je voudrais vous proposer, je voudrais juste rappeler qu'il y a aujourd'hui, actuellement, dans cette région du monde, concernant les chrétiens d'Orient, il y a un grand débat. Ce débat a commencé dans les années 75. Nous devons nous replier sur nous-mêmes. Là, encore une fois, je donne des éléments schématiques. Et peut-être un peu provocateurs, mais ils sont très significatifs, parce qu'ils sont lapidaires. En 1975, une des têtes pensantes des milices chrétiennes, entre guillemets, sociologiquement chrétiennes, au Liban, l'université de Kaslik, qui a évolué depuis, a sorti un petit opuscule
enfin, une quinzaine de pages, dans lequel, notamment, il était dit, là, je vous disais tout à l'heure, formidable expérience de laboratoire. Là, en 1975, on a été nettement plus loin et mieux. Alors, on me disait, le monde a su trouver pour les espèces animales rares en voie de disparition des réserves naturelles dans lesquelles, du pôle au pôle, c'est écrit noir sur blanc, je n'ai pas le texte sur moi, mais je vais le sortir. Aller observer les dernières espèces de chrétiens d'Orient en voie de disparition. Le résultat, ça a été une guerre civile, la folie et un repliement par captation de représentativité, hein, des chrétiens sur les maronites sur un parti, le parti sur son chef, etc., etc., etc. Ça, c'est la première dynamique. On se replie sur soi, et ça nous ramène, sans faire d'analogie simpliste, mais le parallèle existe, et là je n'ai pas encore parlé de ce qui se passe à l'intérieur même de l'espace de l'État israélien. Je peux citer Oded Yinon, vous en avez certainement entendu parler, une stratégie pour Israël dans les années 80, comment décomposer l'Égypte, l'Irak, la Syrie, etc. Ça je peux en parler tout à l'heure, j'ai le document ici avec moi, je l'ai amené exprès pour cela. Mais ce n'est pas, je ne veux pas entrer dans la dynamique complotiste. Cette démarche-là consiste à extraire les chrétiens d'Orient de leur terreau social, à les extraire du tissu social dans lequel ils vivent. Et alors, elle agit presque en rebond, si vous voulez, en écho à la démarche de ceux qui veulent la protection. Parce que tous les deux les transforment en individus à protéger, minoritaires, inférieurs, etc. Les uns disent, ils ne sont pas d'ici, on va les protéger quand même. Hein, c'est une excroissance de l'Orient, pardon, de l'Occident, entre l'Occident idéologique, dans l'Orient idéologique. Il suffit d'aller à Venise pour regarder comment le brassage s'est fait. Et puis les autres disent, malheureusement, hein, nous, les salafistes, hein, ceux-là n'ont rien à faire ici. En fait, le proverbe arabe qui considère l'un bat du tambour et l'autre danse s'applique littéralement à ce type d'approche. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose? Et là, je reprends l'idée, ou ce qui se passe actuellement dans un espace qui a connu ce type de désarticulation et de déchirement, qui n'est pas nécessairement qui est celui de l'ex-Yougoslavie. Je ne vais pas refaire la question des Balkans, mais j'aurais aimé que d'ailleurs que vous citiez l'ouvrage qui est paru à Madrid sur la question. Il y a aujourd'hui en Serbie une région qui s'appelle la Voïvodine. En Voïvodine, il y a, je ne parle pas des sous-nationalités et des sous-formations antérieures à la constitution de l'ex-Yougoslavie, mais il y a dénombré 28 nationalités et 15 religions. Cette région de Voïvodine aurait dû subir ce qu'a subi la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, etc. Or, elle ne l'a pas subi. Pourquoi? Pour de multiples raisons qui tiennent à la fois au fait qu'elle est à l'intérieur d'un État constitué qui s'appelle la Serbie, elle est limitrophe de l'Europe, mais également, et ceci est très important, la conscience politique des élites de Voïvodine, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, est aujourd'hui en train de mettre en place un système où on reconnaît la pluralité des appartenances au niveau de la construction de la personnalité individuelle, mais dans l'espace public, la loi est une loi commune. Même si parfois, par consensus, certains arrangements peuvent se faire pour éviter que la loi du nombre n'écrase littéralement, guillemets, les minorités. Et il y a quelques années, Thomas Deltombe qui s'est intéressé à la question, Jean-Paul Chaniolo le savent, Yasser Arafat avait pris la décision de mettre dans la charte qui a prévalu à la mise en place du Parlement bosnien, la nécessité d'avoir obligatoirement des députés chrétiens. 3 ou 4, je ne me souviens plus, obligatoirement dans le pas plus. Donc c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que si on fonctionnait uniquement, numériquement, il n'y a plus de représentation chrétienne. Alors la question est de savoir comment obtenir cet équilibre. Comment construire la citoyenneté tout en respectant ce que l'histoire a construit elle-même. Donc les acculturations, donc les mélanges. Et à partir du moment où on appréhende la problématique sous cet angle, il est évident qu'on ne peut pas accepter
l'idée d'une protection des minorités. On ne peut pas l'accepter, sous l'angle où il est évidemment proposé aujourd'hui par le mainstream, c'est par les courants politiques que représente Mme Clinton principalement, et ceux qui lui font écho. Alors, je termine sur ce petit point qui me paraît également important concernant les minorités. Je parlais de la Turquie tout à l'heure, de l'Arménie, de la Syrie. Société, pour la plupart, composite. Bien, regardez comment une idée qui est au départ généreuse, intelligente, intéressante, d'approche de l'avenir de ces sociétés, peut être totalement pervertie à partir du moment où, pour diverses raisons d'intérêt géopolitique, de jeux politiciens, parfois d'erreurs diplomatiques, etc., peut aboutir à une situation totalement perverse, absolument opposée. Souvenez-vous que M. Daoud Oglu, ministre des Affaires étrangères, disait il y a 2 ans, ce que nous souhaitons, c'est avoir 0 problème avec tous nos voisins. Bon, les esprits malins disaient, bon, au lieu de 0, il a 20% de problèmes, 20 sur 20 de problèmes au lieu d'avoir 0 problème. Mais si on avance un peu plus dans l'analyse du discours de M. Oglu, et on regarde sa perspective, on observe qu'en réalité, son 0 problème se résume à l'alignement des sociétés et des régimes, entre guillemets, de l'ensemble arabe sur les thèses de la Turquie actuelle. Et il l'a quasiment dit dans une conférence à l'université de Bogazici. Ce qui signifie, en réalité, qu'avec les mêmes éléments, M. Daoud Oglu est capable d'apaiser l'ensemble de la région et de construire ce qu'il a réussi en tant qu'État et en tant qu'héritier d'un État à construire avec l'Iran. Et avec les mêmes éléments, il est capable de nous provoquer non seulement des guerres régionales, mais un délitement et une décomposition totale des sociétés de la région. Le paradoxe est que simultanément émerge au sein de l'État d'Israël l'idée d'un nationalisme de l'État juif, c'est-à-dire d'une personnalité israélienne construite sur l'identité religieuse, à un moment où on demande aux autres composants de ne pas avoir une perception nationale de la vision des choses. D'où l'importance, justement, malheureusement, dans cette perspective, d'éliminer la Palestine. Et la question de Palestine est directement liée à l'avenir de ce qu'on appelle les minorités, entre guillemets, qui sont supposées être non plus des minorités, mais des composantes fondamentales de la reconstruction sociale et sociétale de l'avenir de cette région. Merci de votre patience.